La genèse de l'histoire, c'est que j'ai marché pendant 20 ans. J'ai marché autour du canal pendant 20 ans et toujours dans le même sens. Parce que je suis un homme ordonné, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et j'ai marché. J'ai marché été, hiver, sous la pluie, dans la neige. Il y a une époque où on pouvait marcher dans la neige à Versailles. J'ai d'ailleurs écrit un poème sur ce sujet. Et au bout de 20 ans, je me suis dit, il n'y a pas, il faut que j'écrive. Alors j'ai eu une autre vie. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai été cancre. J'étais un cancre assumé. Et ce petit spectacle qu'on va dédier à Mathilde de Nanteuil, notre grande amie. Pourquoi Mathilde? Parce que c'est Mathilde qui a cru en moi, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui me disait « Régis, il faut que tu continues à écrire ». Et donc on dédie ce spectacle à Mathilde parce que quand même elle le méritait. Et puis ici, c'était son lieu. C'était l'hôtel de beauté, c'était l'endroit qu'elle préférait. Et c'est là d'ailleurs où nous l'avons quitté pour la dernière fois. Donc en fait, dans le parc de Versailles, je me suis amusé à écrire beaucoup des saisons, et vous verrez aussi, j'ai une passion pour le statuaire de Versailles. Parce que dans mon imaginaire, les statues vivent. Donc la nuit, les statues, elles descendent de leur piédestal et elles se baladent. Et il se passe des tas de choses. D'ailleurs, je vous lirai tout à l'heure un poème qui s'appelle « Les amours d'Apollon », où on voit ces statues bouger, descendre de leurs piédestaux, échanger entre les mythologies, entre les Grecs et les Romains. Il se passe énormément de choses la nuit dans le parc, mais il n'y a que moi qui peux le voir, puisque moi je vis sous les bancs dans le parc. Donc mon premier poème, alors c'est la première fois que je lis mes poèmes en public, donc je vais essayer d'être clair, c'est de la prose, je vais essayer de respecter la ponctuation, et puis tout à l'heure je finirai par vous expliquer pourquoi je suis un cancre assumé. Et justement si j'en suis venu à Mathilde, parce que nous étions deux cancres, à peu près au même âge et dans le même quartier. Alors je vais vous lire un poème qui s'appelle « Versailles mordoré ». C'est mon premier poème en prose sur Versailles. Donc là, c'est la plus belle saison. La saison du parc à l'automne, tous les amis qui sont ici, les photographes s'accordent à le dire. C'est vraiment le plus beau moment de Versailles. C'est le parc flamboie. Alors, Versailles mordoré. Le grand parc est roux et mordoré. Les grands arbres s'époussettent des excès de l'été. Comme autant d'écus des feuilles tombées enrichissent mes pas. Apollon tient son attelage et indéfiniment le fait jaillir des eaux, des fêtes éblouissantes, à l'ombre assoupie de novembre. Dans les allées dessinées du parc organisé, les visiteurs se font presser. Plus de fêtes, point de masse, juste quelques silhouettes encapuchonnées, les gardiens ont l'œil morne, j'aime pas les gardiens. Il est interdit d'interdire. Les statues rangées pelotonnent leurs allégories sous des bâches trempées. Bassin et Angelot subissent les ondées, le roi ne passera pas. Les fontainiers sont désœuvrés, la clé à lire sont déposés. Les oiseaux d'eau clapotent entre les barques abandonnées, le grand canal reprend son dû. L'eau sera là pour les fêtes d'été. Dans les allées cachotières, loin des géométries piétonnières, Versailles s'ouvre à la liberté. Il est à nous pour 5 longs mois, même crotté, on ne va pas se gêner. Donc ça, c'est mon tout premier poème. Mes poèmes d'été, j'ai des poèmes d'hiver, des poèmes d'été, et donc j'en ai écrit un autre que je vais lire dans la foulée, qui s'appelle « Les petits fuseaux ». Et l'histoire de ce poème, c'est là qu'est né mon personnage à Tricorne, en fait. Donc ça, j'ai écrit un mois d'août, un jour il faisait très très chaud, j'étais assis, alors j'ai un endroit privilégié, si vous voulez me rencontrer quand je ne suis pas dessous mon banc, je vais m'asseoir sur la margelle, qui est un peu assez haute pour moi d'ailleurs, juste à côté des barques à la flottille, c'est mon endroit. Et donc un matin, comme ça, je me suis aperçu, je ne me rendais pas compte de... je suis un passionné de l'écologie du parc, très souvent en colère quand je vois les dégradations. Et je me suis aperçu de ces petits martinets qui volaient au-dessus du grand canal. Et je les ai vus picoter de l'eau comme ça, et ces gouttes d'eau qui les suivaient, ça m'a fasciné, donc j'ai écrit un poème qui s'appelle « Les petits fuseaux ». Il fait frais ce matin d'août, assis sur ma bordure, la tête encore embrouillée, le bon goût du café s'attardant sur mes papilles. Servi par mes amis du restaurant, en tablier de brasseur, je contemple sans plancer le grand ruban d'argent. Canal, mon grand canal, croix pensée par Mansart, fréquenté par Venise, dont la perspective effilée fait penser plutôt à un poignard qu'à ce symbole au bras dissymétrique. Vers l'étoile royale, à un quart de sa fin, la brume d'été avale délicatement quelques rameurs sportifs. En équilibre installe sur leurs frêles esquifs. Excusez-moi. Brume d'été qui naissante de la douceur de
et du froid de la nuit, se dévoile lentement comme un grand drap froissé, étoffe légère que les âmes damnées des courtisans ont rejetée. Soit qui se dévoile délicatement après les jeux légers de quelques courtisanes, leurs rubans laissant pour seule trace leurs rubans parfumés, accrochés par leurs ébats dans les bosquets coquins. Bon, Versailles quand même. Tout est calme dans mon dos, bien loin au-delà du tapis vert. La horde touristique impatiente de se perdre est retenue par la tonne et ses tourments amis de ma tranquillité. Mon œil encore torve s'éveille peu à peu au spectacle du lieu, aux rameurs acharnés, et s'accroche aux ailes des grands cygnes et oiseaux barbotants. Les cygnes. Dans la cime des grands arbres, si verts en cette saison, si savamment taillés, les nichés de l'année se battent pour la pitance. Je ne les avais pas remarqués, ces petits fuseaux bleutés, ces merveilleux volatiles qui, dans un frottement discret, fendent l'air d'été pour des bacchanales invisibles de moucherons sacrifiés. Je les vois maintenant tout à fait éveillés, leurs balais si fugaces, des entrelacs en vol, en voyage baroque, croisant leurs horizontales d'un bord à l'autre de l'aube embrumée, puis sans ordonnance, frôlent les boucles de Junon. Je vous parlerai de Junon après. Titillent de leurs ailes délicates le nez d'Apollon impuissant dans son char embourbé. Ça, c'est très versaillais, le char embourbé. Hein. On ne dit pas le char d'Apollon à Versailles, on dit le char embourbé. Puis les revoici, mais lesquels, uniformes qu'ils sont dans leur plumage de vitesse, mais plus extraordinaires et poussant de doux cris, leur bec pique à la volée des gouttes d'eau volée, pour tromper ainsi leur pépi mérité. Cher petit martinet, sympathique vaisseau, vous fûtes créé pour le plaisir des yeux, de belles dames courtisanes, et pas des bonnets phrygiens. L'infâme paradoxe qui chaque dimanche m'attire ici pour tromper mes rêves de révolution. Enfin, Zéphyr indolent déploie quelques rayons brûlants et les pose prudents sur la surface d'argent, sans hésiter bien sûr d'en déchirer la brume. Mon rempart est livré aux bruits envahissants, aux marchands, aux clients, et comme dirait Ragueneau, ami de Cyrano, l'heure n'est plus à la plume, mais bien pour le fourneau. Je me lève à regret, je cède au monde, ankylosé, dolori, mes genoux usés, vers le rôti du dimanche. Et je pars ainsi, à pas lents, à regret, les mains dans le dos, regrettant de ne pas porter un tricorne éculé. Déjà peignant de mots, ma tête émerveillée, ces chers petits fuseaux. Voilà où est né le tricorne. Alors pour compléter donc la lecture, je vous disais que j'étais un cancre invétéré, fier de l'être. J'étais élève de l'école Saint-Louis, que vous connaissez peut-être tous à Versailles. Et donc, une histoire vraie, hein. Je n'ai jamais su faire la règle de 3, vous le direz à personne. J'ai mené une carrière d'ingénieur autodidacte dans l'aéronautique, j'étais très loin. J'ai même été enseigné dans des universités à l'étranger sans jamais connaître la règle de 3. Et pourquoi ? Parce que ce jour-là, au moment où le cher frère, je ne me souviens plus de son nom, Léon je crois, nous apprenait la règle de 3, j'avais les yeux dans la cime des marronniers de l'école. Et c'était tellement plus beau. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, après tout, tu seras cancre. Et je n'en ai jamais eu honte. Et un jour, en discutant avec notre amie Mathilde, sur Facebook, on avait des conversations drôles comme ça, je lui disais, tu sais, quand j'étais en classe, je regardais la pendule et avec mes yeux, j'essayais de faire tourner la pendule pour sortir plus vite. Mais elle dit moi-même, pareil. Et donc on s'était retrouvés là-dessus parce qu'on faisait tous les deux tourner la pendule en cancre assumé pour faire avancer le temps. Donc c'est une histoire vraie. Hein. Donc mon histoire versaillaise, je vais vous la commencer par un poème que beaucoup m'ont demandé. Alors c'est un poème qui se réfère à l'histoire de France, assez récente, puisque c'était la fin de la dernière guerre mondiale. Et donc j'habitais avec mes parents dans le quartier de La Fontaine. Mes parents étaient cordonniers savetiers. Grande histoire, rue Royale. Et donc nous habitions sur ce carré de La Fontaine. Et j'avais coutume de voir, j'avais la chance d'avoir une chambre dans une mansarde. C'est pas donné à tout le monde. Chaud l'été, froid l'hiver, mais une mansarde. Et donc quand je me mettais à la rambarde de ma mansarde, je voyais une très belle femme à sa fenêtre, dans le bistrot d'à côté, juste au coin, qui s'appelle le Mansart maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez, rue de l'Anjou, qui dans le temps s'appelait chez Nénette. Donc chez Nénette, c'était pas le Mansart. Donc je vous laisse imaginer la fréquentation du lieu, fort sympathique au demeurant, mais c'était chez Nénette. Et donc j'avais interdiction de parler à cette dame. Et donc je l'ai su après, bien après. Et comme j'ai eu honte de moi étant enfant de ne jamais avoir dit à cette dame, j'ai écrit ce poème pour elle. Je ne sais pas si elle a encore en vie, j'en doute, parce que quelque part j'avais besoin de réhabiliter sa mémoire et la mienne. Donc ça s'appelle La Grande.
Elle était là ce matin de printemps, accoudée au garde-corps de la fenêtre de sa chambre meublée, de ce hôtel un peu borgne, façade rue d'Anjou et cul sur le carré. Elle me regardait accoudée moi aussi, sous les ardoises de ces jolies maisons qui commençaient à chauffer pour chasser les rigueurs de l'hiver, alors que, hélas, bientôt se perdraient les odeurs du charbon brûlé. Brune, les cheveux courts comme un garçon, elle vivait seule, marchait seule, se faufilait seule et grande sur les pavés, sur ses hauts talons et ses bas jolis, entre ma fontaine et nos maisons insalubres. Brune, yeux maquillés, elle fumait élégamment de ces américaines à bout doré, et comme angoissée par ses souvenirs, elle soufflait la fumée comme impatientée. Son nez droit et fort, comme pour appeler l'amour, lui donnait un air triste, un air d'oubli. Quand elle esquissait vers moi enfant le sourire d'une femme qui connaît la vie, je tremblais que mes parents me vissent, car ici la grande n'était pas aimée. Si petit encore et pas encore jeune mâle, je ne pouvais comprendre l'épouvantable opprobre qui faisait qu'à mots chuchotés, les habitants de nos carrés bien pensants lui tournaient le dos et constamment et la condamnaient à l'oubli. Il fut bien assez bon de la laisser vivre. Cette femme qui aima et qui n'avait pas fallu cette femme qui aima ce qu'il n'avait pas fallu aimer un soldat allemand. J'ai appris dans ma vie de douleur à ne pas juger les routes de vie, à ne pas me comporter comme un fils de libérateur, alors qu'à cette époque, il parut que dans ces quartiers, cachés sous les portraits du maréchal, on ne résista pas, on se résigna, puis on condamna. Elle disparut un jour pour quelques vies cachées, et pour vivre enfin son amour bafoué. A-t-elle trahi ? Elle le paya en tout cas, cheveux rasés sous les injures, et maintenant, et depuis ce temps, alors que j'y vivais, et maintenant alors que j'y passe, les visiteurs cherchant les jours heureux, je regarde la fenêtre de la grande. Je regrette, oh oui, je regrette de ne pas lui avoir souri. Elle était si belle dans ce matin de printemps, la grande. Alors ça, ce sont les souvenirs du quartier Saint-Louis, mais c'est une histoire authentique. Donc ce carré de la Fontaine, c'est un carré hors du temps. Imaginez-vous, moi j'ai passé mon enfance dans les années 50. Mon père était cordonnier, donc il avait comme client Jean Delannoy, le metteur en scène, s'il vous plaît. Et donc c'était sa grande fierté de réparer les savates de Jean Delannoy. Enfin, on ne disait pas les savates, on ne disait pas les pompes, on disait les chaussures, parce que c'était Jean Delannoy. Les pompes, c'était pour les gens du tout venant, et les savates, alors là, je ne vous en parle pas. Donc on avait plein de gens qui défilaient dans cette cordonnerie, Jean Delannoy, et j'ai mangé petit dans l'hôtel particulier de Jean Delannoy, pour vous dire que j'ai des souvenirs. J'étais enveloppé dans une couverture avec la varicelle, mais je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Et donc nous avions aussi dans les personnages du carré Saint-Louis, Siméon, qui était un vieux sabotier, beau comme un Père Noël. Il avait une belle barbe blanche, il était sabotier, et je ne sais pas où malheureusement, parce que mes parents sont morts il y a très longtemps, il était dans une mansarde, il faisait des sabots. Et moi je me souviens de ce beau Père Noël qui venait, qui nous amenait des sucettes de la Piquichante, vous vous souvenez, ou de Pierrot Gourmand, qui était rue Royale. Donc voilà les personnages qui circulaient dans la cordonnerie de la rue Saint-Louis. Alors, après cette petite promenade dans le quartier Saint-Louis, je vais vous en continuer une autre parce que cancre je suis, mais j'étais musicien. Je n'ai jamais fait une note de solfège de ma vie, je joue à l'oreille, hein. Mais j'avais d'autres instruments et j'avais créé un orchestre symphonique qui s'appelait les Claviers et Heurtoirs. Ah mes amis, mes chers amis, il faut que je vous dise, cette nuit j'ai rêvé que j'étais interprète en porte-cochère. Oh, pas interprète de musique pour ascenseur, ni de répondeur téléphonique, non, de la symphonique, avec piano et percussion. Que voulez-vous en me rendant chaque jour sur les lieux où l'on me faisait annonner mon chapelet et frémir devant l'incompréhensible règle de 3, oui, hein, je n'inventais rien. Je longe la tentation, je frôle ces claviers, ces heurtoirs, des portes mystérieuses d'être fermées sur des jardins surprenants et des patios lumineux. Emmitouflé dans un manteau fait maison, la tête bloquée dans une effroyable cagoule, qui tombera sur mes épaules à la récréation, telle la cotte de maille d'un chevalier, pour d'épiques batailles à d'autres camarades, je marche intéressé, la chaussette tombante, sous la culotte courte, tenue versaillaise, hein, culotte courte, au centre de cet orchestre tentateur. Il faut bien choisir sa victime, le lieu de son outrage, une belle porte, en plein cintre, en bois épais, joliment peinte, de bleu roi ou de verre des jardins, aux poignées de bronze lustrées et supportées de pierres de taille. Ma musique n'admettait point de mauvais goût.
les portes étroites sans âme, faites pour les maquignons, et celle infâme à un seul bâton et non pas cette résonance, cette acoustique des aristocratiques, laissant passer carrosses et chevaux dont les sabots claquaient dans l'ancestral pavé de la voûte. J'allais omettre le principal de mon orchestre, le clavier et le heurtoir. Là, ça ne souffre pas de mauvaise facture. Prenez de préférence un de ces jolis claviers, en émail blanc à boutons d'argent, avec le nom des victimes calligraphiées, délicatement inséré dans d'élégantes portes-étiquettes. Un heurtoir, effrayant, lourd, en tête de gorgone ou guirlande d'éternité, noirci comme il se doit, mais qui heurte à en réveiller le quartier. Bien choisir sa victime, donc, disais-je, et bien choisir son concierge. Cela relève de l'observation scientifique. Le concierge d'un nuit, jeune et endurant la course, ne sera pas choisi. Bien évidemment. Non, on cherchera sournoisement, celui ou celle qui sort les poubelles chaque matin, en géniant, maugréant contre le temps, en se tenant les rangs. C'est le morceau de choix de ma coupable et artistique activité que je n'ai pas appelée Bignol, vous l'aurez noté. Nous ne sommes pas à Paris, mais à Versailles tout de même. Donc l'ensemble est réuni pour que le matinal morceau soit joué. J'aurais tout de même pris soin de me dérouiller les doigts sur quelques portes déclassées, comme il se doit. Et là, au plaisir subtil de la symphonie des claviers, que l'on fasse dans l'appuyé ou le léger, rappelant le doux clavecin, s'ajoute l'envol des heurtoirs à toute volée, faisant résonner les entrées et les vides telles les cloches de la cathédrale. L'adrénaline de faire bondir le concierge et l'air innocent de l'écolier pressé et studieux que l'on se donne font partie de l'interprétation musicale. Autodidacte, j'ai su ainsi jouer sans solfège et improviser la comédie. Pour conclure cet agréable songe musical, quelque peu transgressif, quelle ne fut pas, à mes amis, la surprise de croiser là, dans mon sommeil paradoxal, une interprète jouant agralement de ma partition. Élève des sœurs, comme je le fus des frères, la Maline avait suivi mon manège journalier. Belle et fluette sous son petit béret bleu et son manteau sage, la bougresse à la blonde tresse sauvage et aux yeux d'azur singeait mon interprétation avec, il faut l'admettre, une dextérité profonde de grand artiste. Nous n'étions pas du même milieu, moi fils de cordonnier et mon ignoble coiffe, et elle si gracieuse avec sa jolie mise, mais nous étions ainsi par le hasard de notre infamie, réunis dans le plaisir de taper la note. Alors que j'en fus amoureux de cette jeune muse, rencontrée dans notre précocité, sans jamais oser lui parler, lui laissant galamment le cœur battant, jouer de mes instruments. Mais tout de même, un peu retors et fils du peuple, en chaussettes tire-bouchonnées, je la laissais lâchement se débrouiller avec la jante des conciergeries. Car si la belle savait bien jouer de par son éducation, elle ignorait que le plaisir sans danger de l'art symphonique se conjugue avec l'ethnologie. Du vécu. Alors, j'en ai parlé un jour avec Mathilde, elle m'a dit « ça devait être moi, la petite fille ». Possible. Bon, entre autres cancres, je me cachais derrière les portes cochères, puis on était tous habillés de bleu. Alors comme je dis, on portait l'hiver cette infecte pèlerine, vous n'avez pas connu, une pèlerine en caoutchouc, une horreur. Ça sentait le caoutchouc, c'était de la feutre, et on rabattait la coiffe sur sa tête ou le passe-montagne. Donc on était habillés comme ça, culotte courte, chaussettes hautes et galoches. Donc ça n'a pas tellement changé, hein, vous voyez ça. Alors voilà, ça c'est un petit bout de mon histoire versaillaise, donc je vais vous continuer quand même le parc. Hein. Alors, que vais-je vous lire ? J'en profite pour faire une pause de voix. Alors, tout en étant un vieux soudard fatigué, usé par le temps et par les rapines, il n'en est pas moins qu'un soudard est amoureux. Donc, au Trianon, j'ai écrit un amour de Trianon. Ah, que cet été fut beau, mamie, si désespéré. Et à l'été étouffant, demandant Benoît aux altières jardinières, si dans leurs fleurs amoureusement plantées, vous n'y fûtes pas. Je me pose dans les courtines, toisant les croisées qui peut-être livreront votre doux reflet. Je cherche dans le ciel si bleu de Trianon le panache de votre souffle.
Avez-vous descendu délicate ces escaliers, menus dans vos ballerines, la main pensive sur la rampe d'or en ce temple solaire? Couru de vous et perdu sous ces bois ordonnés, dans ces allées au sablon finement ratissées? Allons, madame, pitié que ma tête rêveuse se révèle un jour dessous mon banc, et vous vis sans jouer tricorne en canaille, à courir vers moi et me pardonner, qu'au fond, j'aimais mieux peut-être ces lieux, plus que ma furtive passion. Connaissez-vous le bassin du Plafond? Alors, le bassin du Plafond, il faut connaître le Grand Trianon. Il faut reconnaître que le parc du Grand Trianon aujourd'hui est très beau, mais quand même très triste et très solitaire. Nous y promenions avec Emma il n'y a pas tellement longtemps, c'est l'impression que ça donne. Et tant mieux. Tant mieux parce qu'il n'y a personne au fond, ou très peu de gens, et donc on y trouve des salles admirables, et quelques bassins un peu tristounets, il faut reconnaître, sur leurs petits chevalets, mais il y a ce bassin du Plafond, avec ces deux dragons extraordinaires. Et donc autant il est triste et un peu solitaire, mais autant il est fascinant, et autant il est très beau au moment des grandes eaux. Alors là, je vais un peu écorner le château de Versailles, mais quand même payant. Ceci dit, si vous voulez rentrer gratuitement par certains endroits, vous me demandez, je vous expliquerai. J'en dis pas plus. Alors le bassin du Plafond, donc, est assez étonnant, avec ces deux dragons, et donc ça m'a inspiré. Étrange bassin, étrange ambiance, tout est silence et recul au fond du parc de Trianon-le-Grand. J'aime venir ici, traçant de mes pas penseurs sous le péristyle éclatant, sous colonnes, les chapiteaux, de blanc, de rouge et de veines de marbre, fillant le monde, entraînant ma canne, descendant les marches glorieuses, humant les parterres délicats au parfum de tabac. Je cherche au travers des bocteaux sages, entre les bancs moussus, mon nom plate au tourment d'étranges animaux de bronze et de feu. Plafond, si loin dans le grand domaine qui te fit ainsi caché, qui pensa ce petit lac sans profondeur, ces chevalets de marmousins implorants, ces trop riches jets d'eau, cette vision de monstres furieux par deux sur son pourtour, dragons de jeu mais furieux de l'oubli, prêts à cracher les flammes de leur courroux, d'être ainsi dérangés. Comme je vous aime, être de légende, vos reins puissants, vos ailes prêtes à bruisser, vos yeux exorbités, n'effraie pas le poète qui aime faire partager votre solitude et la contemplation de ses promenades. Alors, rompant mes habitudes, heureux soudain d'expliquer à ma muse, la tenant au cœur battant du bout de ses doigts fins, bagués d'argent, un après-midi d'été béni, et faire mirer à ses beaux yeux enchanteurs, étonnés et passionnés, que ce bassin vit reines et rois est le symbole qui prouve que même au plus loin dans le domaine, dans les bosquets oubliés, les allégories et les monstres sont fruits de l'amour et du beau, de l'espérance de la longévité et de l'amour partagé. Vous pouvez intervenir, hein, si on va lire tout ça. Alors toujours sur le parc de Versailles, comme vous le savez, avec Emmanuel ici présente qui se cache, nous avons décidé d'écrire des lettres à deux mains. Donc nous avons fait plusieurs poèmes à deux mains. Un a commencé, l'autre a suivi, et on travaille par correspondance en fait. On cherche un sujet tous les deux, et à travers la folie de nos rêves, donc on a fait vivre aussi les statues du parc. Et forcément, le bassin d'Apollon nous a interpellés. Donc on a écrit un poème à deux qui s'appelle « Les amours d'Apollon ». Alors c'est un petit peu long, mais bon, après tout vous êtes là pour ça, et moi pour me casser la voix. Mais on aime bien ce poème parce que c'est tout notre délire fantastique qui est intervenu dedans, comment on a pu faire vivre les amours d'Apollon. Tu devrais le lire avec moi, mais bon, tu te caches. Comme les siècles passent sous le jaillissement des sabots du quadrige d'Apollon. Concentré magnifique, le dieu tire sur ses rênes, rendant fous ses chevaux, naseaux dilatés, yeux exorbités, les équidés cherchent l'issue de cet éternel chevauché. Et pourtant Apollon rêve en hurler, quelqu'une des belles du parc ne le remarque enfin, et rompt ainsi le sort qui fait que depuis 3 siècles, ce bel et faible dans ses ors figure la gloire du roi dans ses jets en fleurs de lys. Mes visiteurs, savez-vous que le soir, à l'heure où le parc s'endort, les statues du parc prennent vie. Descendant de leurs piédestaux, elles batifolent, cherchent l'amour, à ébrouer leur ennui et leur posture figée. Et qu'ainsi au crépuscule, 3 de ces belles,
tournent autour de la mergelle du bassin, du fils de Zeus, et tentent par leurs aguichants manèges ou leur mélancolique approche de conquérir ainsi le jumeau d'Artémis. Mais chut, éloignons-nous, regardons le manège, de ces belles effrontées concourir au charme du jeune dieu. Sur la surface d'eau calme se pose le visage de Junon. Je ferai une petite aparté sur Junon après, rappelez-le-moi. Délicate déesse aux cheveux en bandeau, osant s'approcher debout gracieuse et dans la main une grenade, posant avec délicatesse cette offrande sur le bord de la margelle, en guise d'un échange épris et passionné, l'oiseau posé sur son sceptre prend son envol pour servir de messager à l'amoureuse intrigue sous le ciel d'un soir d'été et paraître offerte aux yeux d'Apollon. Interloqué, le cœur battant de tant d'audace, le jeune dieu, rêvant soudain des belles déesses et allégories, sortant furtif des allées et bosquets, où se jouent charme et verdure, voit apparaître l'eau, charmeuse et brouillonnante, descendre ainsi fluide l'allée du roi, pour s'approcher du bassin, portant sous son bras un pot d'où s'écoulent les origines de la vie, les prémices de l'amour. Intéressé, s'arrachant au parfum de Junon, sortant de sa fascination, Apollon semble attiré par l'offrande et la beauté de cette symphonique. Qu'en plongeant mutine dans les eaux déifiées, elle s'approche flottante vers les bras des servants du merveilleux jeune homme, retenant soudain sa toge humide, dessinant à l'envi son sein léger. Juchée sur le dos d'un monstre marin, elle toise insolente l'éternel cocher. Prémisse d'une heureuse délivrance, embourbé qu'il est dans les jets et tourbillons, Apollon aperçoit alors la clarté. Lumineuse dans la gloire du soir, l'astre solaire dans une main, éblouissante au corps juvénile, délicieuse en un mot, troublante apparition dans la brume des eaux, mêlée au flot de sa coiffure, la conquérante s'assied au bord de la margelle, et comme absorbée plonge sa main dans les reflets du ciel rougeoyant du grand domaine. Apollon, troublé, perdu, perplexe, aspire au parfum des félicités, car enfin ces déesses venues le charmer, s'ignorant l'une l'autre, cherchant autour du lac de son ennui à lui offrir intrigante leur beauté. Désemparé, ne sachant que faire ou décider, ces délicieuses causent bien des tracas au jeune dieu, serviteur des louis. Le regard baissant vers son univers d'eau, le futur épris fera-t-il son choix? Fuyant les yeux des belles, rêverie enivrante, empreinte de tristesse et de roublardise, ces trois divines, le cœur embrasé, exactelleront ses sens. Ou content de cette théâtrale représentation, je vais finir, qui chaque soir, changeant d'actrice et de prétendante, trompe ainsi son ennui. Allez, c'est décidé, de ne pas décider. Il y a tant de choix dans le parc enchanté, l'enfant de la Titanie de Leto, reprenant ses raids, flatte ses chevaux, tire sur les morts, fait voler son attelage vers l'Olympe qui s'assoupit, dans le grand ciel de Versailles. On verra demain, il y a tant de choix, tant de choix. Alors Junon, c'est la plus belle. Pour moi, Junon, c'est la plus belle. Alors si vous ne savez pas où Junon, Junon, elle est donc juste à côté du bassin d'Apollon, juste à l'entrée, à la sortie du bassin d'Apollon, ce qu'on appelle la demi-lune, et presque à l'entrée, tu la connais Anne-Lise, et presque à l'entrée en fait de ce merveilleux chemin de la Reine, cette allée de la Reine. Et Junon, paraît-il que c'est une des plus anciennes statues du parc, ce que je veux bien croire, et quand je dis qu'une femme a le sein léger, c'est que je vois Junon. Alors ça fait beaucoup à mes amis le sein léger, mais c'est simplement une figure allégorique pour moi, c'est qu'elle est très belle. Très belle et pas prétentieuse, quoi. Et donc souvent je vais me recueillir devant Junon. C'est ma Junon. J'ai pas de poème sur elle, j'en ai d'autres, hein, mais je vais pas tout vous lire, hein, c'est pas possible. Alors on va repartir dans le quartier Saint-Louis. Opinons. Non. J'ai pas envie.